Donc, un cercle, l'outil texte curviligne, je clique, je tape, voilà. Avec la flèche noire, je vais aller prendre la fin, la ramener après le texte ici. Avec la turlute du milieu, je déplace le texte, il peut même passer de l'autre côté. Je vais le mettre comme ça. Je vais augmenter avec la palette caractère la taille. Je vais déplacer pour agrandir la ligne. Replacer à la verticale ici. Avec la palette paragraphe, centrer le texte. Et voilà, ça c'est une première chose. Donc, il y en a qui se trompent parfois, qui essayent de prendre les turlutes par le petit carré. Mais les petits carrés, c'est pas par là qu'on les prend, c'est par la barre qu'on les prend, comme l'icône le montre. Vous savez ce que c'est les petits carrés là? À quoi est-ce qu'ils servent? C'est en fait comme dans les blocs texte, dans InDesign ou dans Illustrator, d'ailleurs les blocs texte, ce sont des portes d'entrée et des portes de sortie. C'est quand on a du texte chaîné. Et d'ailleurs, si je fais en sorte que la ligne soit moins longue, à un certain moment, la porte de sortie a le petit signe plus caractéristique qui dit qu'il n'y a pas assez de place. Donc voilà. Et c'est surtout pas par là qu'on va aller essayer de bouger les choses. Voilà. Waouh. Ok. Alors, si je veux mettre du texte en dessous, plus grand, je vais mettre le mot authentique en grand en dessous. Comment faire? Donc, ça va être écrit dans le bon sens. Bien sûr, on ne va pas devoir tourner la tête pour lire. Dans le bon sens, il sera écrit A, U, authentique, quoi. Et on termine par le E ici, voilà. En grand. Avez-vous une solution? Donc dans InDesign, ce serait la même chose en fait. D'ailleurs, on va aller voir dans InDesign après. Ici, je vais faire apparaître la palette des calques. Je vais agrandir les vignettes. Pour qu'on voit bien ce qui va se passer. Voilà. Je vais ouvrir le calque. Voilà. On a un cercle donc. Exactement, tu as raison, il en faut deux, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, parce que je ne suis jamais sûr à 99% de ce que je dis, parce qu'on ne sait jamais, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, vous avez peut-être une info, vous apportez quelque chose aussi à la formation en me donnant des infos que je ne connais pas, mais là, à ce stade, moi je ferai deux cercles parfaitement superposés. Alors pour faire deux cercles parfaitement superposés, vous avez bien sûr le menu édition copier, le raccourci bien sûr, puis édition collée sur place et il va venir exactement au même endroit. Ou alors, vous faites ceci, vous prenez la flèche noire et vous allez déplacer la turlute en enfonçant la touche Alt, si elle veut bien, la touche Alt avec la flèche noire ou avec le... Non, c'est quand même pas avec le texte. Voilà maintenant qui veut plus le faire. Ah si, ça a fonctionné. Je m'attendais à voir le signe... En fait, l'autre jour, j'avais eu le signe. Ah ben le voilà, le voilà, le voilà. Voilà, touche Alt pendant que je déplace la turlute du dessus. Non. Il ne faut pas avoir le signe de la duplication. Il faut utiliser la touche Alt, mais c'est seulement une fois qu'on a commencé qu'on le voit. C'est ça qui est vicieux. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous avez deux cercles parfaitement superposés. On aurait pu faire édition copier, édition collée sur place, verrouiller un des deux et travailler sur l'autre, c'est évidemment possible. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier au cas où. À partir de là, le texte, le cercle qui supporte le texte du dessus, je vais le verrouiller.
dans la palette des calques, et puis je vais travailler sur l'autre cercle, parce qu'ils sont au même endroit, donc ce serait un peu difficile de faire quelque chose de bien. Donc je vais prendre la flèche noire et tenter de faire passer le... Ah, il est confondu à mon avis. Où est-ce qu'il est en fait? Bon, mais je ne le vois pas là. Ça c'est ennuyeux. Ok, on va le mettre comme ça. Voilà. Il était là au-dessus. Voilà. Donc le texte à l'intérieur, ça c'est déjà une chose à faire. Et puis modifier avec l'outil texte curviligne. Allez modifier ça. J'avais dit que j'irais indiquer authentique. Voilà. Et en grand, parce que c'est vrai que le camembert de Dinan ne peut être qu'authentique. Je vous rappelle que c'est une appellation protégée et que on ne peut pas appeler camembert n'importe quoi en réalité. C'est juste pour l'exercice ici. Voilà. Ah, je suis quand même ennuyé parce que j'ai mes... Ça me fait des choses bizarres ici au niveau du début et la fin du cercle. Je vais quand même essayer de faire les choses plus proprement, visuellement. Ah. Peut-être en passant en commande Y, je verrai mieux les choses, mais... Bon, techniquement ça marche, mais au niveau de la positionnement des trois turlutes, il y a des petits problèmes. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est confondue avec le texte, en fait. Voilà. Comme à chaque fois qu'on fait du texte dans Illustrator, on va enclencher dans la palette caractères l'option optique pour que l'approche entre les caractères soit correcte. Ce serait la même chose pour l'autre, il faudrait que j'enclenche aussi l'approche optique. Donc chaque paire de caractères, Illustrator a augmenté ou diminué l'espace pour que ça fasse bloc. Pensez à ça également donc dans Photoshop et dans InDesign. Chaque fois que vous faites du texte, passez en optique, à moins que quelqu'un vous dise que pour une question technique, il ne faut pas le faire, mais la plupart du temps, vous avez vraiment intérêt à enclencher l'optique. Vous connaissiez l'approche optique? Super. Alors la suite, là j'étais en contour, hein, affichage contour, commande Y pour voir le cercle. Je vais ici prendre la flèche blanche plus, cliquer sur le bord. Après avoir cliqué à côté, je clique sur le bord ici. Normalement, c'est uniquement le cercle qui est sélectionné. On va voir, je fais commande C, commande V. En effet, il n'y a que le cercle qui s'est copié, puisque j'ai utilisé la flèche blanche plus pour sélectionner une partie d'un ensemble. Je vais lui mettre une couleur de contour et bien sûr une épaisseur. Faites ça aussi. Bien sûr, je passe en commande Y pour voir l'épaisseur, voilà. Bien, bien, bien. À cheval comme ça, sur le contour, c'est bien. On va mettre les deux cercles au même endroit, parfaitement superposés. Donc vous avez une palette qui s'appelle Alignement, mais vous avez aussi la possibilité donc de faire commande A. Il faudrait que je déverrouille quand même le cercle que j'ai verrouillé tout à l'heure pour qu'il participe à l'action. Voilà. Commande A pour tout sélectionner. Puis, il me faudrait la barre contrôle que je n'ai pas ici. Menu fenêtre contrôle. Oui, j'aurais pu aller dans la palette alignement, mais en fait, quand vous sélectionnez plusieurs objets, vous avez ceci qui apparaît. C'est le raccourci qui vient de la barre contrôle. Donc, j'ai centré en vertical, centré en horizontal, et voilà. Et le cercle là, l'ellipse doit passer en dessous des deux cercles de texte, et voilà. Parfait. Alors Tom, toi tu peux répondre à la question, je sais, parce que tu connais. Comment faire en sorte que
les textes soient au centre du bandeau. Ben, c'est-à-dire que là, il est trop haut. Celui-là est trop haut et il faut qu'il tombe sur le bandeau. Celui-là aussi, il faut qu'il soit au centre, là. Il n'est pas au-dessus de la ligne, mais à cheval sur la ligne. Et celui-là aussi, il doit être à cheval sur la ligne. On double-clique sur l'outil texte. Lequel? Celui-là? Donc, voilà. En ayant la chose pas sélectionnée, quand on double-clique, ça n'apparaît pas. Quand on double-clique sur l'outil texte ou l'outil texte curviligne. Mais par contre, si je sélectionne le cercle, et je vais quand même aller vérifier là dans la palette des calques, donc que c'est bien un seul des cercles que j'ai sélectionné. Oui, les deux autres sont verrouillés. C'est bien seulement celui du bas ici qui est sélectionné. Eh bien là, en effet, vu qu'on est dans un système de texte curviligne, si je double-clique sur le T ici ou sur l'autre, ça devrait marcher. En tout cas, sur l'outil texte curviligne, ça fait apparaître les options et on a l'alignement aligné sur la ligne de base ou, dans ce cas-ci, centre. Voilà, le authentique va aller, dès que je coche la case aperçue, ça se voit, il va au centre. Quand on est en ligne de base, il est là. Quand on est en centre, il est là. Voilà, et ça, c'est une bonne solution pour aligner des textes, surtout quand ils n'ont pas des... Oui, même quand ils ont la même dimension, en fait, oui. Ok, donc celui-là, je vais le verrouiller, je vais travailler sur l'autre, le texte du dessus. Donc, double-clic sur l'outil texte curviligne, case aperçue cochée, aligné sur le tracé, centre. Voilà, il s'est aligné sur le centre, le texte du dessus. Parfait. Il y a juste maintenant le contour qui n'est peut-être pas assez épais. Donc, je vais augmenter la taille du contour et on a ce qu'on voulait obtenir. L'alignement par le centre. Donc ça, c'est une petite astuce intéressante. Le texte ici est peut-être un peu trop grand. Je vais quand même le faire comme ça. Voilà. Là, on peut dire que c'est bon. Alors, ici, nouveau challenge pour voir si vous savez faire ça. Donc, j'ai dupliqué le design qu'on avait fait. Donc, déjà ça, arriver à dupliquer rapidement comme ça, c'est intéressant. Ensuite, sur une copie de tous ces duplicata, j'ai fait une mise à échelle. Voilà. Sur une copie, j'ai fait une mise à échelle. Donc ceci, c'est pas un petit qui a été dupliqué, c'est tout ceci que j'ai dupliqué là et j'ai mis à échelle. On va voir si vous arrivez à faire ça. Ce n'est pas si évident. Je récapépète. J'ai donc le design de départ. Je dis pas que j'ai pas fait une opération dessus ou quoi. Hein. Je l'ai dupliqué sur un plan de travail agrandi et pour dupliquer, ça a été très rapide, en 10 secondes, c'était fait. J'ai ensuite dupliqué le plan de travail et j'ai, en 10 secondes aussi, tout redimensionné pour que ce soit plus petit. Mais vous voyez, ils sont restés en place, en fait. Ils se sont dimensionnés en petits, chacun, par rapport à leur centre. Bon, je vous montre. Alors, je vais donc voir dans la palette des calques. Les calques, ok, donc je vais déverrouiller les calques. Je vais travailler sur celui-là et le vectoriser, texte vectorisé, ce sera plus sûr. Je vais faire la même chose pour celui d'en dessous, texte vectorisé. Voilà, je vais enregistrer ça. Je vais agrandir le plan de travail.
prendre ça, le grouper, objet associé, avec la touche Alt, je le déplace, puis je fais commande D, ça vous connaissiez le commande D? Répéter la transformation, puis je sélectionne tout avec la touche Alt et Shift évidemment, je déplace, commande D, voilà. Ensuite, le plan de travail, je vais le déplacer en copiant ce qu'il y a dessus, donc je prends l'outil plan de travail. Il faut absolument que ceci soit enclenché pour que quand je copie le plan de travail avec la touche Alt, le contenu du plan de travail se copie aussi. Vous connaissiez ça, l'icône? Non, peut-être pas. Regardez, touche Alt, voilà. Alors que si ça n'est pas enclenché, quand je sélectionne le premier plan de travail et que je le déplace, le contenu ne se copie pas. Il est d'office enclenché, en effet. Alors, ici, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Je sélectionne tout ça. Et je vais dans Objet, Transformation, Transformation répartie. Et là, j'indique en mise à échelle 70%, 70%, vertical, horizontal. Case aperçue cochée, ça se fait par le centre de l'objet, c'est indiqué ici. Et vous voyez, il reste en place et il se redimensionne. Alors, typiquement, ça peut être utile quand vous avez du texte qui est sur un schéma. Vous avez des blocs de texte à plein d'endroits sur un schéma et vous voulez redimensionner chaque bloc, mais il doit rester au même endroit, évidemment. Eh bien, ça, ce sera utile, la transformation répartie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un schéma avec plein de blocs de texte, vous les sélectionnez tous et vous faites une transformation répartie. Et comme ça, ils ne bougent pas de place sur le plan de travail, mais ils peuvent se redimensionner, vous pouvez les agrandir, les diminuer. C'est la transformation répartie, c'est très intéressant de savoir qu'elle existe. Ok. Et voilà. Et j'avais testé sans vectoriser, et ça ne marchait pas. Il a fallu absolument, pour la transformation répartie, pour que ça fonctionne, que je vectorise le texte, qui n'est de toute façon pas mal. À partir du moment où on s'est décidé sur le design, c'est bien. Une alternative, c'est aussi d'importer le fichier Illustrator dans un fichier Illustrator en tant qu'image, et puis de commencer à jouer comme si c'était une image dupliquée, etc. C'est aussi une solution. À ce moment-là, je ne suis pas obligé de vectoriser le texte, parce que le texte original non vectorisé, il est dans l'image que j'importe, dans le fichier sur le disque dur, vous voyez. On peut importer des fichiers Illustrator dans des fichiers Illustrator. Mais bon. Bon, alors, concernant ceci, j'aurai un petit exercice en plus pour vous de numérotation, et qui vous sauvera la vie, la technique qui sera expliquée si vous avez beaucoup de numéros à mettre à côté de chaque cercle-là, un numéro différent. Même si on a des centaines, vous allez voir, ce sera automatisé, bien sûr. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors, dans Illustrator, nouveau document. Vous tapez une ligne de texte en 2 mots. Là, je vais taper, par exemple, Mountain Project, avec une majuscule sur le project aussi, pourquoi pas. Je vais agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Bien. 5e challenge de la journée, franchement. Vous êtes fort. J'arrive pas à vous lâcher et personne n'a encore pleuré, c'est quand même décevant. Alors, on va dans la palette caractères, donc commande T pour la palette caractères, et vous allez taper ici Chancery, Apple Chancery, vous la trouvez la police ? Super, donc il aurait fallu que je sélectionne la ligne avant de faire ça. C'était juste un test pour vous, voir si vous suiviez. Ok. Donc c'est une police script un peu. Script à la plume. Voilà, un peu genre l'écriture qu'on faisait au XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà, voilà. Que faire ?
avec ça, quand vous voyez ça? Que faire? Quelle est la chose à faire quand vous voyez ce texte écrit en Apple Chancery, une police script? Allez, qu'est-ce qu'on ferait sur cette police? Ben, quand on voit ça, on se dit pas qu'il y aurait un truc à faire? Bon, la ligne est sélectionnée avec la flèche noire. Je travaille donc sur la police. Et on va faire une approche négative, mais quand même assez importante. Avec la touche Shift, je vais enfoncer rapidement ici. Voilà. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce texte est prévu pour une approche plus importante que celle qui est proposée au départ. Parce qu'il y a des espèces de liens entre les caractères, en fait. Voilà. Ça, c'est typique des police scripts. Il faut éventuellement jouer sur l'approche pour que ça ressemble plus à une vraie écriture, en fait. Alors ici, celle-là n'est pas prévue pour qu'il y ait des raccords. Mais certaines police scripts, oui, si vous jouez sur l'approche négative comme ça, vous allez remarquer qu'à un certain moment, ça se raccorde. Les caractères se raccordent, ils sont prévus pour se raccorder. Ici, on en a certains où on peut avoir cet effet-là de raccord. Voilà, le M, le O, le U. Mais bon. Donc elle est déjà un peu plus intéressante comme ça. Alors, comme beaucoup de polices de caractère artistiques, graphiques, il n'y a pas de variante. Ici, si je vais voir bold, semi-bold, etc., j'ai pas, c'est juste une variante. Ça n'a pas été développé pour qu'il y ait des variantes, parce que ça prend du temps pour faire ça, évidemment, il faut en avoir l'usage. Donc le typographe qui a créé la police n'a pas prévu de variante. Si je veux faire un logo avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu plus de recherche? Un logotype. Qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu plus de recherche là-dessus? À part varier l'espacement entre les caractères. Pas grand-chose. Que feriez-vous? Le mettre en italique. Avec un faux italique alors. Comment tu ferais? Avec penché, l'outil inclinaison peut-être. Ouais, ce serait une possibilité. Voilà ce à quoi je pensais, parce qu'elle est déjà un peu en italique et on va la garder comme ça dans un premier temps. Mais c'est vrai que plus en italique, elle va être moins lisible aussi. Hein. Il y a des police scripts comme ça où il faut vraiment se concentrer pour arriver à lire. Mais regardez, c'est assez simple. Si on veut faire un logotype, si on veut faire la communication visuelle au départ de ça, ce que je ferai, c'est dupliquer 2 fois. Avec la touche Alt, je déplace, voilà. Sur un des deux, avec l'outil texte, je sélectionne le deuxième mot supprimer. Sur l'autre, je sélectionne le premier mot supprimer. Ensuite, je vais pouvoir les positionner les uns par rapport aux autres. Voilà. Et ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Alors, bien sûr, j'ai les repères commentés qui m'empêchent de positionner exactement où je veux. Donc, je peux faire affichage, je décoche repères commentés. Ce sera déjà un peu plus souple comme ça. Il y a peut-être encore le magnétisme du point dans le menu affichage qui nous ennuie. Voilà, là je suis totalement libre de la positionner par rapport à l'autre où je veux. Excellent. Je le duplique, les 2 mots. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin? Si je veux faire des tests, rendre ça plus intéressant. Oui, mais gardons ça en noir et blanc, parce que c'est pour faire un logo. Hein. Un logo, ça doit fonctionner en noir et blanc. Après, on met des couleurs si on veut. Ceci dit, il y a des exceptions. Il y a des logos qui sont faits uniquement pour être visualisés en couleur. On ne va jamais les imprimer quelque part. Mais bon, hiérarchiser. Hiérarchiser. Vous voyez ce que c'est la hiérarchie? Ça veut dire quoi si je vais hiérarchiser ça? Un des 2 mots soit mis en avant par rapport à l'autre? Oui, en effet. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, quoi, par exemple. Donc, je vais tester ça. Le mot mountain ici, par exemple, je vais le sélectionner avec l'outil transformation manuelle et la touche Shift, je vais le faire plus petit. Voilà.
Ça, c'est une solution. Quel est le mot le plus important parmi les deux? C'est peut-être le mot mountain, donc c'est peut-être l'autre qui devait être plus petit. À voir. Waouh. Donc hiérarchiser, bien sûr. Ça, c'est plus intéressant. Voilà. Et bien hiérarchisé. Il ne faudrait pas qu'on sente qu'il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre. Non, il faut que ça se voit, en fait. Hein. Voilà. Voilà, par exemple comme ça, dans ce cas-ci. Si le deuxième mot était le mot principal, ce serait quand même différent. Je pourrais jouer avec d'autres choses. C'est difficile ici de dire quel est le principal. Si à la place de project, j'écris spirit, il paraît, oui, spirit, par exemple, ça paraît un peu plus évident que le mot le plus important, c'est spirit. Mountain, c'est un peu comme un adjectif à ce moment-là, vous voyez? Donc il faut bien tester, il faut tester les différents positionnements, les différentes... voilà. Ok. Voilà, donc la hiérarchisation. Ici, je vais le faire en français, par exemple. Montagne, voilà. Et sur l'autre, je vais indiquer sacré. Et là, ça paraît évident, sacré est le plus important. Voilà, c'est une question de sens des mots. Après, ce sont des choix. Quoi qu'il en soit, depuis qu'on a commencé à hiérarchiser, c'est quand même mieux. Quand vous comparez avec ce qu'on avait ici, ou ce qu'on avait même là quand c'était sur la même ligne, c'est un peu bof-bof. Mais pourquoi pas, tout peut exister. Voilà. Bien, je vais agrandir le plan de travail. Je veux tester une version du texte plus épaisse et une version du texte plus fine. Donc, comment faire? Donc, je vais le mettre au-dessus, le texte original, là, voilà, oui, on va le mettre là. Et ça va être l'original. Et je vais faire une version plus épaisse et une version plus fine pour voir si je peux aller plus loin dans la recherche au niveau du logotype. Comment faire? Puisqu'il n'y a pas de... Je vous rappelle, il n'y a pas de variante. Décaler quoi? Alors, voyons. Un effet de décalage. Voilà, je pensais plutôt à un effet... Pardon? Sauf que peut-être que le décalage, il faudrait vectoriser le texte. Est-ce que ça fonctionnerait sur un texte non vectorisé, le décalage? Peut-être, peut-être. En tout cas, je vais juste... On va juste tester. Donc, vous sélectionnez les deux. Vous allez mettre pour l'épaississement... Non, ça ne vectorise pas. Ah, et donc tu arrives à faire un effet de décalage. Oui, j'ai réussi. Ok, ça marche. Ça peut marcher aussi, alors. On va le faire par le contour ici, parce que ça marche aussi. Donc, menu... Qu'est-ce que je dis? Je sélectionne les deux lignes de texte là. La case contour à l'avant-plan. Dans le nuancier, je vais aller mettre donc du noir. Ok. Alors, à propos du noir ici, méfiez-vous absolument de ça, c'est une erreur habituelle dans Illustrator. C'est pas du vrai noir, ça. Vous avez démarré d'un document d'après un modèle impression, dans Fichier nouveau, et donc c'est un noir quadri. C'est un noir quadri. Vous êtes au courant à propos des noirs dans Illustrator? Vous avez déjà remarqué? Si vous superposez ce noir quadri à un noir qui vient d'une image RVB que vous apportez, une image avec du vrai noir 0%, ça va poser problème. Donc, je vais garder cette question-là sur le côté pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quoi qu'il en soit, je viens d'appliquer sur le contour du noir et ça épaissit. Et par la palette contour, je vais pouvoir donc
modifier l'épaisseur et tester. Voilà. Par rapport à celui du dessus, on voit que donc ça s'épaissit. Et donc ça porte un nom. Une police de caractère qui n'a pas de variante bold et on lui met une variante bold, c'est une technique qui porte un nom. Vous avez déjà entendu parler? Ça s'appelle le faux gras. Le faux gras. Donc quand on vous dit de faire du faux gras sur une police, vous pouvez glousser et ça fera rire tout le monde, mais vous pouvez aussi le faire et voilà. Alors peut-être que là, du coup, pour le mot montagne, il faut que j'aille peut-être gérer un peu les espacements, parce que vu que c'est plus épais, voilà. Ça pourra être remodifié après quand elle sera vectorisée, parce qu'on va à un certain moment la vectoriser, cette police. Je veux dire les raccords là, bizarres. Oui, ça pourrait être réglé après. Donc je vous laisse tester ça. Épaisseur. Finalement, je suis revenu à la même chose, moins 80 comme approche. Au niveau de l'approche, je suis resté en métrique parce que quand on a une police script et qu'on approche pour que les caractères soient dans le prolongement l'un de l'autre, l'optique peut poser un problème. Voilà. Donc là, c'est pas une erreur que j'ai oublié de passer en optique, c'est une exception justement. Ok, je vais quand même un peu éloigner les caractères, parce que depuis qu'ils se sont épaissis, c'est quand même nécessaire de les éloigner un peu. Alors peut-être que le sacré ici en bas, je vais lui enlever son épaisseur, parce que le mot a moins de caractères, et ça va amener de la variante, de la variation dans le logo. Peut-être que c'est bien ou pas. Mais peut-être qu'avant de faire ça, je devrais dupliquer. On en profite dans Illustrator pour pouvoir dupliquer les choses et pouvoir comparer ainsi. Donc je vais sélectionner ces deux choses-là, les mettre là. Et sur la version d'à côté, je vais tenter de, sur le mot sacré uniquement, que je sélectionne la ligne ici, enlever ça, voilà. Et donc on a la version où tout est épaissi et la version où seulement le mot montagne est épaissi. Donc c'est des recherches, quoi. Et alors, celui d'en bas, on va faire la même chose. On va mettre un contour, mais cette fois, ça va être un contour blanc. Allez-y, pour affiner. Alors là aussi, vu qu'il y a les caractères qui se superposent, on aura un petit problème qu'il faudra gérer après. On va faire abstraction de ça pour l'instant, le fait qu'on ait ça. Une fois que c'est vectorisé, on peut gérer l'empilement des caractères et ça peut régler le problème. Enfin, on va voir. Donc, au niveau de l'épaisseur, il ne faut pas hésiter à régler avec des décimales. Donc on a forcément le contour qui se met à cheval sur le caractère. Ici, on a mis les contours et les fonds en passant pas par la palette aspect. On a fait à la va-vite, mais normalement, c'est par la palette aspect que ça se gère. Voilà, et vous avez une version plus fine de la police. Et là aussi, il faut réfléchir en dupliquant. Est-ce que sur un des deux, on n'aurait pas intérêt à enlever le fond blanc, le contour blanc, pardon, pour que l'épaisseur reste normale sur le mot montagne, par exemple, ici. Voilà. Ensuite,
Il reste encore à éventuellement mélanger les deux versions qu'on a faites. Pourquoi pas? Voilà, peut-être que le mot sacré avec le contour blanc et le mot montagne épaissi au niveau du logo, ce serait finalement peut-être la bonne solution. Vous voyez, donc ce sont des recherches, vous avez la logique. Ça ressemble toujours à ça quand on fait un logo, quand on fait des recherches. C'est un plan de travail qu'on agrandit, on duplique et on fait des variantes. Bon, ici, j'ai donc celle-là qui a un contour blanc pour l'affiner. J'ai celle-là qui a un contour noir pour l'épaissir. Alors, on va vectoriser. On va vectoriser ça. Donc, j'aime autant le faire sur une copie. En sélectionnant les deux et en déplaçant. Voilà, je vais sélectionner le mot montagne et le vectoriser. Texte vectorisé. Voilà, il est vectorisé. Et j'ai intérêt à décomposer pour que le contour soit également vectoriel. Objet décomposé. OK, voilà. Et puis, ben on va fusionner avec le Pathfinder. Menu, fenêtre, Pathfinder. On ne va pas garder tous ces contours multiples. Hein. Si on zoome et qu'on fait commande Y, on voit qu'il y a plein de choses là. On va quand même faire en sorte que ce qui est noir, là, qu'on voit qui est noir, ce soit une forme. Donc, on y va par le Pathfinder Réunion. Alors, il y a des lettres qui vont être accrochées l'une à l'autre, évidemment. Du coup, commande Y, voilà, c'est logique. Mais on suppose qu'on était bon au niveau du design. Alors, le mot sacré. Bon, comment faire dans ce cas-là pour le vectoriser et qu'il garde cet aspect-là? Pas évident. Donc, si on essaye de faire la méthode qu'on vient de faire, texte, vectorisé, objet, voyons un peu ça, texte vectorisé, eh bien il est bon, tout de suite. Quoique, attendez, parce que c'est pas si évident que ça, je vais redupliquer, et je vais mettre un contour, un fond derrière, en fait, hein, pour qu'on voit quand même ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc. Objet disposition arrière-plan, objet sélection, objet verrouillé sélection, voilà. Donc le texte là, et je vais enregistrer pour ne pas perdre ce que je viens de faire, voilà. Le texte là, texte vectorisé. Ben, il a toujours le contour blanc en fait. Hein. Ben oui. Et objet décomposé. OK. Voilà. Donc le contour est transformé en forme. Si je fais commande Y, ça se voit. Avec la flèche blanche plus, je peux même cliquer à côté, le sélectionner éventuellement. Et on va voir que ça se bouge. Voilà. J'annule. Donc, et comment faire pour... du Pathfinder éventuellement, oui, mais ça va être assez complexe en fait. Oui, à un endroit peut-être qu'il faut retoucher, mais ça va être complexe de faire le Pathfinder. Peut-être que tu vas y arriver. Donc tu dois utiliser le contour là. Lequel en fait? Celui-là non. Ceci devrait devenir noir en fait, c'est ça. Non, non, ça ne doit pas devenir noir, ça doit rester blanc. C'est ça, tu as fait le Pathfinder Division et tu as enlevé le blanc. Ok, parce que si je fais commande Y... Oui, le contour réel du caractère, c'est le truc au centre, on est d'accord. Hein. Et alors, on doit faire
C'est une solution, oui, c'est une solution. Donc, je vais tester cette solution aussi. Dans ce cas-ci, ça marche pas trop mal. Il y a une alternative quand on a des choses difficiles, c'est de pixeliser les vecteurs en haute définition, 300 ou 600 dpi, et puis de les revectoriser avec l'option ignorer le blanc, cocher. Et là, ça, dans les cas difficiles, ça peut aider. Mais donc, dans ce cas-ci, tu as sélectionné tout ça et tu as fait division dans le Pathfinder. On va zoomer pour voir ce qui se passe. Donc l'option division ici. C'est ça? Tu avais sélectionné tout? Oui, puis on dissocie, genre supprimer le blanc. Et puis, quand tu supprimes, ça marche en effet. Il y a juste pour les parties où la lettre rejoint une autre lettre. Ah, et ça pose un problème. Mais en fait, j'ai d'abord sélectionné les noirs et les parties qui sont liées à d'autres lettres. Mais là, je sais pas. Oui, le A et le C là. Oui. Ah oui. Cette partie-là, je l'ai mise en noir et puis j'ai fait le Pathfinder. Ah, tu as mis en noir, oui. Ça commence à devenir quand même un peu complexe. Moi, personnellement, j'aime quand ça va vite et je vais pixeliser, oui. Parce que justement, pour éviter ces problèmes. Donc, pixeliser et je vais mettre, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, le rectangle là. Je vais l'agrandir pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, ici, menu objet pixelisé. Alors, c'est une hérésie pour certaines personnes. Il y en a qui vont dire, ça ne va pas, il ne faut pas faire ça. Je vais le faire à 300 dpi, ça devrait être suffisant. Ici, vu que je vais vectoriser après, peu importe si je choisis que le fond soit blanc ou transparent, parce que de toute façon, quand on vectorise, il considère que le fond est blanc. Voilà, lissage, illustration optimisée sur échantillonnage, on va voir. Ok. Et voilà. Et donc, je suis censé maintenant, avec cette version pixel, ouah, non, ça ne va pas. J'annule. Parce qu'en fait, il est trop petit par rapport au plan. Donc, je repixelise et je vais choisir quand même une résolution beaucoup plus élevée, autre. Parce que ça ne va pas. Ok, là il est pixelisé quand je zoome. Ok, il y a assez de pixels pour définir la forme des caractères, ça va. Et puis là, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Je coche la case aperçue ou la case vectorisée, bizarrement, d'une fois à l'autre, d'un ordi à l'autre, d'un système d'exploitation à l'autre, c'est l'un ou l'autre. Là-dedans, dans avancé, on a ignoré la couleur et c'est déjà du blanc qui est pré-réglé. Ça marche. Quand je visualise la vectorisation, ça n'a pas l'air trop moche. Bien. Oui, ça pourra se corriger après. Et, ou pas d'ailleurs, on verra. Et puis, il faut finaliser la vectorisation. Objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation, décomposé. Voilà, commande Y. On a bien des vecteurs. Bien. C'est quoi cette chose immonde là? Un point perdu. C'est pas le centre de votre carré? Oui, c'est le centre du carré, en effet. Il me semblait en effet petit pour un point perdu. C'est le centre du carré, en effet. Bien. Vous savez qu'on peut s'en débarrasser dans les options d'objet. Menu fenêtre, options d'objet. Tout affiché. On peut dire que il n'y a pas de centre visible. Voilà. Ouais, c'est pas très gênant ici. Ah, il est quand même encore visible. Mais comme on fait un Pathfinder de réunion, il disparaît. Ok. Un Pathfinder de réunion, il disparaît. Oui, ok. Vous faites réunion sur juste le carré et il va partir. Sur lui-même? Oui. Ah oui? Oui. Amusant. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, on aurait... Oui, oui, bon, écoute, c'est juste du
du chipotage, hein, du coupage de cheveux en 4. Et en effet, tu as raison. Bon, tu connais très bien Illustrator, apparemment. Enfin, relativement. Il n'y a personne qui connaît vraiment à fond Illustrator. C'est un logiciel tellement complexe, vous ne trouverez pas quelqu'un qui connaît vraiment à fond. On peut toujours apprendre dans Illustrator. Bon, mais ça, c'est pas mal. Donc, je vais peut-être aller réunir les deux versions. La version épaissie là, la version affinée là, voilà, et j'ai mon logo en vectoriel, super. Alors pour la suite, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Il va falloir obtenir cet effet. Ah, apparemment, on a oublié une partie ici. Non, on n'a pas oublié, ça va, tout va bien. Il va falloir obtenir cet effet où vous avez un effet de négatif, en fait. Voilà. Et alors, il y a un petit problème avec le centre du A ici que je vais régler. Voilà. J'ai mis en pause d'enregistrement et j'ai réglé le problème, donc je voudrais voir si vous arrivez à le faire. Donc l'idée, c'est d'avoir ça, en effet, d'avoir la possibilité de déplacer et de faire des tests. Alors une fois que le test est bon, que j'ai obtenu un truc pas trop mal, je peux le dupliquer et je continue à tester. Waouh. Voilà, on fait des tests pour cet effet de négatif, là où ça se superpose. Donc au départ de votre logo correct, et je vous rappelle que j'ai pris en fait la version épaisse ici, la version fine là, ça c'est mon logo. Au départ de ça, il faut le superposer sur cette simili montagne en fait, voilà, vite fait, hein. Mais enfin, pour arriver à la faire, c'est déjà pas si évident nécessairement. Et tester différentes versions. Dans celle de gauche, c'est Sacré Montagne, et dans celle de droite, c'est Sacré Montagne aussi. Donc là, dans ce cas-ci, j'ai inversé les mots. J'ai peut-être intérêt à faire le mot montagne plus au-dessus. Ce n'est pas si évident que ça de faire cet effet-là. Voilà, pour une marque de chocolat ou je ne sais quoi, ça peut passer, ça peut être un test, un premier test. Voilà, quand un logo fonctionne donc en version noir et blanc, on peut tester les versions couleur, mais en général, on dit qu'un logo doit fonctionner en noir et blanc.
Alors, comment faire? Vous avez vos textes vectorisés là, pas de problème. Bon, je vais le faire sur une copie parce que sinon, je risque de devoir recommencer à nouveau l'association de ces deux mots. Bien. Donc, évidemment, on commence avec un polygone. On commence avec un polygone et je trace en enfonçant les touches au clavier pour déterminer le nombre de côtés. Et puis, touche Shift. Voilà. Touche Shift, toute majuscule pour le caler sur l'horizontale. Bien sûr, voilà. Ensuite, je prends la flèche blanche et je vais sélectionner uniquement le sommet ici. Je clique à côté, j'englobe et avec le gizmo d'arrondi, je vais pouvoir faire l'arrondi. Voilà. Donc c'est le widget angle. Si vous sélectionnez avec la flèche blanche un ou plusieurs points, d'ailleurs je vais sélectionner ceux d'en dessous, tiens, comme ça en les englobant, vous avez les widgets d'angle qui arrivent et on peut déterminer les arrondis. Et si vous voulez sélectionner la forme avec la flèche noire, ça va agir sur tout en fait, les arrondis. Oui, touche contrôle ou commande, ça agit sur tout. Mais là, le plus intéressant à faire avec ça, c'est avec la flèche blanche d'englober un des sommets et de jouer seulement sur un des angles. Ok. Alors pour obtenir l'effet de texte qui passe en négatif, tu as testé avec quelque chose, Martin? Avec Pathfinder, avec une exclusion, c'est ça? Ok. D'abord, il y a quelque chose à faire ici. Non? Oui, je pense qu'il vaut mieux décomposer, objet décomposé, parce que sinon, si je fais commande Y, ah, quoique. On peut encore changer les côtés, là, je crois. Oui, objet décomposé. Voilà, c'est une forme vraiment basique, c'est certain. Ok. Donc, je vais essayer ici, avec celui de gauche, le Pathfinder, pour voir ce que ça donne. Je sélectionne donc le tout en englobant. Vous savez que dans la palette des calques, pour vous y retrouver, il n'est pas interdit de créer un nouveau calque et d'y transférer ce que vous venez de sélectionner. Parce que sinon, il y a énormément d'objets sur ce calque, évidemment. Donc, en créant un nouveau calque, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. En créant un nouveau calque, avec le signe plus dans le bas de la palette des calques, je transfère ce qui est sélectionné, je verrouille le... et je peux même enlever l'œil en face des autres, mais non, je vais garder l'œil. Mais en tout cas, voilà, sur un calque, j'ai les 3 objets, et c'est quand même un peu plus facile pour s'y retrouver. Ok. Tiens, c'est resté un polygone dont le nombre de côtés est modifiable. Il indique polygone, oui. Par le... Moi, je l'ai enlevé, mais chez vous, Ah oui, tu l'as enlevé comment? j'ai juste fait Pathfinder Réunion. Ah oui, Pathfinder Réunion pour le finaliser. Parce que c'est vrai que ici, là, en fait, dans le panneau propriété, le nombre de côtés peut encore être modifié. Bien vu. Eh bien, on en apprend tous les jours. Cette technique du Pathfinder finalisée sur une forme seule, figure-toi que je ne connaissais pas. Voilà, bien vu. Donc j'en apprends tous les jours. C'est ça que doit être l'enseignement. Ça va dans les deux sens. C'est un laboratoire. Ok, donc c'est un vrai tracé. Bien. Alors donc, il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant à faire pour la suite. C'est ceci. Parce qu'on a affaire à 2 mots qui sont composés de plusieurs formes indépendantes. Si je fais ceci avec la flèche noire et que j'englobe ça, je peux faire menu sélection, mémoriser. Je ne sais pas si vous saviez que dans Illustrator, on peut mémoriser des sélections. Sélection mémorisée. Et dans la boîte qui s'ouvre, je vais l'appeler mot montagne, par exemple. Voilà, mot montagne, voilà. OK. Et
Je vais sélectionner ensuite uniquement sacré. En fait, chez moi, comme j'avais déjà fait une mémorisation, ça sélectionne tout, mais il faut bien, chez vous, bien tout englober, y compris l'accent. Voilà. Sélection mémorisée. Je vais appeler ça mot sacré. Voilà. Sacré. Ok, on va mettre comme ça. Ok, et donc dans le bas du menu sélection, j'ai les deux sélections possibles, le mot montagne et le mot sacré. Ça sera peut-être plus facile pour la suite si on doit les bouger au moment où tout est réuni en une forme, parce que c'est ça qui va être fait. On va réunir à un seul niveau le polygone et toutes les formes qui composent les deux mots. Donc je sélectionne tout ça. Et toi, Martin, tu as utilisé ici l'option d'exclusion. Oui, avec un filtre exclusion. Un filtre exclusion, c'est-à-dire... Dans les filtres, on peut mettre Pathfinder et j'ai essayé un peu. Ah, tu as essayé ça et ça n'a pas marché. Non. Dans les filtres où ici, effet Pathfinder, oui, mais ça revient pas au même. Donc, à partir de là, sélection mot montagne. Je le bouge avec la flèche noire. Est-ce que ça marche? Oui, mais en fait non, ça marche pas parce que ils n'ont pas été réunis en un seul en un seul objet. Si on veut un effet d'exclusion, il faut absolument qu'ils soient réunis en un seul objet. Je réessaye, je sélectionne les trois et je clique cette fois-ci vraiment sur le bouton. Ah, ça m'a fait un groupe. Et dans le groupe, j'ai des tracés. Voyons ce qui se passe si on déplace le mot montagne. Donc menu sélection mot montagne. Il veut plus sélectionner. Ah ben, il va falloir que je l'englobe alors. Avec la flèche blanche plus, puisqu'il fait partie maintenant d'un système. Voilà. On voit déjà que entre eux... Ah ben non, ça a été finalisé. Voilà, ça a fait un trou. Pas bon. Ok, ok. Donc, moi, je vais utiliser une autre méthode, en fait. Donc, je vais déverrouiller le calque d'en dessous, créer un nouveau calque, sélectionner ces choses-là, transférer sur le nouveau calque, verrouiller les autres calques. Voilà. Donc, la technique que j'ai utilisée, c'est l'ancienne technique, avant que le Pathfinder existe, quand on voulait faire de l'exclusion, c'est objet, tracé, transparent, créé. Objet, tracé, transparent, créé. Donc la montagne et les deux mots sont sélectionnés. Objet, tracé, transparent, créé. Je vais voir ce qui se passe quand je déplace le mot montagne à l'endroit de la montagne. C'est parfait. On a le T qui n'apparaît pas en exclusion. Mais c'est pas grave. Tiens, je vais peut-être mémoriser cette sélection. Sélection, mémoriser la sélection. Mot montagne 2, je vais mettre, voilà. Je vais sélectionner aussi le mot du dessus. Sélection, mémoriser. Voilà. Comme ça, par le menu sélection, je peux sélectionner l'un ou l'autre. Qu'est-ce que j'ai obtenu dans mon calque 3, là, quand j'ai fait objet tracé transparent créé? J'ai obtenu un tracé transparent. Donc vous savez ce que c'est un tracé transparent dans Illustrator. C'est plusieurs objets au même niveau, et là où ils sont, ils s'excluent. Ils font des trous. Typiquement, quand on a vectorisé le texte, là où il y avait des trous dans les caractères, c'est un système d'exclusion qui fait ça. Donc, en effet, certaines lettres, ça ne marche pas. Ça, c'est habituel quand on fait un système d'exclusion comme ça. C'est une exclusion pair-impair qu'on dit. C'est odd-even en anglais, c'est pair-impair. Et donc, il y a certaines des formes qui peuvent ne pas fonctionner.
Si on fait une exclusion entre deux formes, ça fonctionne à chaque fois, mais à partir du moment où il y a une troisième forme qui entre en jeu, ça peut foirer. Donc comment faire? Eh bien voilà l'astuce. Je vais ici faire commande Y, cliquer à côté de tout, et avec la flèche blanche plus, aller sélectionner uniquement la forme qui pose problème. Et puis je vais aller dans les options d'objet, menu fenêtre, options d'objet. Dans les options d'objet, j'ai fait apparaître précédemment les options, parce qu'elle peut arriver comme ça, en fait, la palette options d'objet. Mais je vais demander de tout afficher. Et là, vous avez le sens de construction de la forme. C'est pas vous qui l'avez construite, mais elle a quand même un sens de construction. Je vais ici faire commande Y pour faire réapparaître, et pour voir qu'on a réellement un problème avec ce T. Et si je change ici le sens de construction de la forme, elle fait un trou. Et c'est vraiment un trou, parce que si je mets une autre forme derrière, évidemment, on va voir que ça n'est pas bêtement du blanc, c'est un trou, ce qui sera utile pour le packaging, et bien sûr, quand on devra faire le logo en brillant, par exemple, sur un packaging ou des choses comme ça. Objet disposition arrière-plan, voilà. Objet verrouillé, sélection, voilà. On voit bien qu'on a affaire à des trous. Donc pour chaque caractère qui pose problème, il va falloir inverser, ou chaque portion de caractère, ça peut être un trou dans un caractère, il va falloir inverser le sens de construction du tracé. Voilà une bonne astuce quand vous faites ce genre de choses. Alors, si je mets le mot sacré à l'endroit de la montagne, enfin de mon triangle bizarre là, en forme de cuperton foireux, il ne fait pas du tout d'exclusion, alors que pourtant il est au même... il est dans l'objet. Et donc là, je suis mal. Je vais faire commande Y. Je vais cliquer à côté pour désactiver. Je vais cliquer sur le bord du caractère ici, inverser. Voilà. Ensuite, il va falloir que je le fasse pour ici, inverser. Pour là, inverser, mais dans l'autre sens en fait. Voilà. Ici, inversé. Ici, inversé. Voilà. Ici, inversé. Celui-là, inversé, mais dans l'autre sens. Ben oui. Inversé. Inversé. Voilà. Heureusement que ce n'était pas un long texte. Et si je fais commande Y, ça fonctionne. Ah, j'ai oublié l'accent. Il faut que j'inverse aussi l'accent. Voilà. Commande Y. Et voilà. Ça marche. Sélection, mot sacré, il se sélectionne. Et je peux le bouger et faire des tests. Voilà, voilà. À partir de là, régulièrement, je vais copier sur le côté les versions qui me paraissent géniales. J'ai pas dit que je suis génial, hein. Je l'ai juste suggéré. Ok. Et puis alors, voilà, sélection, mot sacré, transformation manuelle, et on fait des tests. Voilà. Et vous savez que si les petits points vous empêchent de bien voir ce que vous faites, vous pouvez temporairement demander affichage, masquer le contour de sélection, et donc ça reste sélectionné et vous voyez mieux ce que vous êtes en train de faire. Affichage, il ne faut pas oublier de réafficher le contour de sélection, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi vos objets ne se sélectionnent pas par la suite. Voilà. Donc c'était pas si évident ça. On a dû avoir recours bizarrement à une ancienne technique Illustrator. Heureusement que chez Adobe, ils gardent les anciennes méthodes objet tracé transparent créé, l'ancêtre du Pathfinder, exclusion. Donc c'est un effet graphique qui peut être intéressant quand on doit faire des logos rapidement. Ça peut aider. Évidemment ici c'est un peu du n'importe quoi, c'est une explication, je ne me suis pas vraiment concentré sur ce que je fais.
C'était des explications techniques, mais avec un peu de talent et de concentration, vous arriverez à faire des choses bien. Quand vous devez faire un logo et que la personne n'a que 50, 100, 150 euros à vous donner, ce genre de choses, le logo, il peut être fait en 10 minutes, et voilà, même si le client est un tout petit client et que vous voulez lui faire plaisir, vous rentrez quand même de l'argent dans la caisse grâce à ce genre de technique graphique. Ici, c'est l'exclusion, mais il y en a d'autres, hein, des techniques pour faire des logos rapidement. De plus en plus, les logos, c'est concurrencé bien sûr par les systèmes de création de logos en ligne, où vous avez des générateurs de logos. Bien sûr, l'intelligence artificielle aussi concurrence. Donc le logo, ça a toujours été très difficile dans le monde du graphisme. C'est une des choses les plus difficiles, mais ça devient encore plus difficile avec ces systèmes qui automatisent la création de logos. Je ne vais pas ici donner plus d'explications sur ce qu'est un bon logo, quels sont les prix à demander. C'est un peu, ça prendrait un peu de temps, on n'a pas le temps ici, mais voilà. On vous a certainement déjà expliqué quel est le prix à demander pour un logo. En gros, comment on détermine le prix pour un logo? Je vais juste parler de ça. Comment est-ce qu'on détermine le prix d'un logo? Le facteur principal, ce sont les capacités financières du client. Vous n'allez pas facturer la même chose, un logo, la même chose à un petit commerçant qu'à une entreprise régionale, qu'à une entreprise plus grande. Donc les capacités financières, bizarrement, dans le cas d'un logo, c'est ça qui est déterminant. Et bien sûr, les grandes entreprises ne font pas appel à des graphistes indépendants quand elles sont grandes, hein, je ne parle pas de start-up, elles font appel à des agences de publicité. Donc, voilà. Vous, en tant que graphiste indépendant, si vous n'êtes pas intégré à une agence, vous n'aurez pas de demande pour des logos, pour des très grandes entreprises, pour des très grands projets, normalement.